Ils sont près de 25 propriétaires concernés par le projet de la ZAC multisite ou zone d'aménagement concerté de La Roche à Gétigné. Un projet de lotissement qui devrait empiéter nettement sur les terres des propriétaires, bon gré mal gré. Mécontentement donc côté propriétaires, dont certains ne sont pas vendeurs ou refusent l'offre qui leur semble ridicule, soit de 20 centimes d'euros le mètre carré à 2 ou 3 euros. Offre faite par l'entreprise Beignet Aménagement, responsable de l'aménagement du lotissement. Cette dernière leur propose également la possibilité de racheter leur propre terrain à 95 euros le mètre carré une fois aménagé. Présentation de cette ZAC. Alors, la ZAC dite multisite est un projet initié autour de 2005 sur la commune de Gétigné, qui comprend donc une vingtaine d'hectares, 5 sites, à Champ-Laitue, près de la rue de la Sèvre, à Recouvrance, au Gard et à la Foulandière au nord de la 149, et puis sur le secteur du Gard sur les bords de la Sèvre. Voilà, donc ce projet, une vingtaine d'hectares, pour 280 logements sur une période de 10 à 12 ans. Pourquoi le choix d'une procédure de zone d'aménagement concertée, qui est une procédure opérationnelle d'urbanisme, comme peut l'être le lotissement ou ce que l'on appelle désormais le plan d'aménagement d'ensemble? Eh bien, c'est simplement pour maîtriser l'urbanisation sur la commune sur la durée, pour ne pas ouvrir tous les sites en même temps à l'urbanisation. C'est aussi pour, derrière cette urbanisation, maîtriser les équipements qui seront nécessaires aux populations nouvelles qui seront accueillies. Et puis enfin, c'est aussi un petit peu pour limiter la spéculation foncière avec une préoccupation, c'est qu'on ait un prix final de sortie de terrain qui soit abordable pour les primo-accédants, pour les Gétinois ou pour ceux qui, sur le Clissonnet au sens large, souhaitent s'installer. Côté propriétaire, premier souci, l'incompréhension du PLU. Conséquence, un bâtiment agricole trop près du lotissement. Alors, dans les années 2005-2006, s'est mis en place, a été mis en place le PLU. Et pour ce faire, chaque paysan de la commune de Gétigné a été convoqué en mairie pour définir l'avenir des bâtiments agricoles, et spécifiquement les bâtiments à usage d'élevage. Ce dont j'ai répondu à l'invitation. J'ai été reçu par des élus et j'ai déclaré lors de cet entretien que le bâtiment d'élevage, je le conservais à usage d'élevage. Lors de l'enquête d'utilité publique, j'ai fait confiance aux personnes qui m'avaient reçu lors de l'entretien et ne maîtrisant pas suffisamment le zonage du PLU dans le moment, je ne me suis pas inquiété sur le bâtiment d'élevage. Et je n'ai pas pu vérifier. Et je découvre depuis 1 an et demi que le bâtiment d'élevage n'a pas été pris en compte dans le PLU. Donc, il n'existe pas. Ce fut à la grande surprise du service de la Chambre d'agriculture et de nous dire que ça aurait dû être classé en AA. Je ne sais pas si on peut dire une incohérence. Il peut y avoir eu un oubli, une erreur, mais toujours est-il que moi j'ai déclaré un bâtiment à usage d'élevage qui n'a pas figuré dans la mise en place du PLU. C'est aussi simple que ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la ZAC, en allant sur La Roche, le plan émis par M. Beignet, présenté aux propriétaires concernés, ne respecte pas le périmètre sanitaire du bâtiment d'élevage. Effectivement, pour lui, il n'existe pas. Quand je lui ai parlé que là, il ne respectait pas le périmètre sanitaire, d'ici, nous on respecte. Effectivement, vu que le bâtiment n'a pas été pris en compte, le bâtiment d'élevage, donc quelque part, il respecte le périmètre sanitaire.
De plus, je découvre sur les textes du PLU qu'on mentionne un périmètre sanitaire à respecter pour les chais, mais on ne parle pas de bâtiments d'élevage. Voilà. Donc ça pose question, quoi. Alors, la clarté, oui, c'est pas toujours évident. Le plan local d'urbanisme définit les règles de construction ou par secteur, les différents zonages sur la commune. Donc on a des zones urbaines, dans le bourg principalement, dans les villages aussi. Et puis on a des zones naturelles ou des zones agricoles. La surface agricole utile de la commune de Gétigné est de 1000 et quelques 400 hectares. Et évidemment, l'agriculture a toute sa place dans une commune comme la nôtre. Le PLU donc définit les règles de ce que l'on peut faire ou ne pas faire dans chacun de ces secteurs urbains, naturels ou agricoles. Bien évidemment, ces choix, ces délimitations ne sont pas improvisées. Elles reposent sur une concertation, sur des discussions et sont validées avec les services de l'État. Donc avant de PLU, on parlait de POS, plan d'occupation des sols, et c'est en 2007 que le POS de Gétigné a été transformé en PLU. Alors sans révolutionner complètement les choses, puisqu'il y a des grands principes qui étaient déjà actés dans le POS. Évidemment, certains secteurs ont été confortés, certains secteurs ont été définis comme potentiellement dédiés à la construction future, et puis certains autres ont été aussi identifiés comme zones devant rester à vocation agricole ou naturelle. La particularité de notre commune, c'est qu'entre Sèvres et Moine, et avec une surface agricole importante, bien, les zones naturelles ont une place prépondérante, et que ces équilibres bien, sont plus ou moins définis de manière précise dans le PLU, avec, encore une fois, des règles de construction, de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on ne peut pas faire pour chacun des secteurs. En prenant un exemple précis, notamment avec notre ami Marcel, il estime par exemple que le périmètre sanitaire n'a pas été respecté. Alors, la notion de périmètre sanitaire, ça fait référence à la charte d'agriculture qui définit autour des exploitations agricoles ou des chais pour les vignerons, même si à Gétigné, on est un peu moins concerné par la viticulture qu'à Clisson ou sur l'ensemble du vignoble, définit un périmètre effectivement qui sanctuarise un tout petit peu, sur lequel on ne peut pas construire 100 mètres autour d'un bâtiment agricole. Alors évidemment, tout ça est lié à l'identification des différentes exploitations sur la commune à l'instant T. Et je dirais un bâtiment agricole est considéré comme tel quand il y a un usage qui correspond à l'usage agricole. Ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là. Je crois que le cas précis auquel il est fait allusion, au moment, en 2007, au moment de l'élaboration du PLU, ça ne devait pas correspondre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, évidemment, tout cela est validé par la Chambre d'agriculture, par les services de l'État qui participent largement à la définition de ces zones ou de ces périmètres. Deuxième souci pour les propriétaires, une offre inconvenante de l'entreprise Beignet Aménagement responsable de l'aménagement de la ZAC, ainsi qu'une méthode de persuasion un tant soit peu expéditive. Alors moi je vais vous dire ce que l'entreprise Beignet Aménagement nous propose. Il nous propose un prix du mètre carré entre 0,20 et 5 € le mètre carré. Moi j'en ai ici 3000 mètres carrés et à 0,20 j'en ai 2880 mètres carrés. Alors vous voyez, ça fait pas grand-chose. Par contre, sur le courrier qu'il m'envoie, il précise bien dans un endroit, je vais vous le lire, dans le cas d'un désaccord de vente des parcelles BH200, enfin bref, BH192, nous serions dans l'obligation d'acquérir par les voies d'expropriation la totalité des parcelles nommées ci-dessus. Alors c'est clair que si nous ne signons pas, vient l'expropriation. Donc une véritable menace. Bah oui, il me semble tout du moins. C'est quand même à prendre au sérieux. Votre réaction, monsieur le maire, sur la proposition peu attractive de l'achat des terres par Beignet Aménagement? Alors, dans le cadre de cette procédure de zone d'aménagement concerté, la commune, et ça c'est sa responsabilité, a décidé de confier cet aménagement à une entreprise reconnue pour ses compétences dans ce domaine, suite à une consultation. Différents cabinets avaient postulé et la commune a donc choisi le cabinet Beignet Aménagement situé à Nantes et qui réalise des aménagements similaires sur un certain nombre de communes de Loire-Atlantique ou de Maine-et-Loire pour ne citer que les plus proches. Donc le choix de l'aménageur implique que c'est lui
pour le compte de la commune, qui va mener évidemment les différentes étapes opérationnelles et qui va également procéder aux négociations foncières avec les différents propriétaires impactés par les périmètres. Ces négociations foncières reposent, et là aussi c'est la responsabilité de la commune, mais sur l'estimation des domaines qui ont été sollicités, c'est-à-dire les services fiscaux qui servent un petit peu de référence, et non pas de prix d'appel, mais qui servent de référence sur les bases des prix du foncier, de la terre agricole ou de la terre qui sera urbanisée demain. Donc, comme dans toutes les procédures, les domaines ont donné un avis qui a servi de base aux premières propositions faites aux différents propriétaires. Proposition qui n'est pas uniforme, puisque à l'intérieur de la ZAC, certaines zones seront urbanisées, d'autres serviront à la réalisation de la voirie ou des équipements, et enfin d'autres seront des espaces qui resteront naturels, puisqu'à l'intérieur de la ZAC, il y en a 15% d'espaces verts qui sont des zones de respiration à l'intérieur de ces zones de construction, et enfin il y a aussi des zones dites humides, notamment, pour lesquelles, là, qui sont complètement sanctuarisées, sur lesquelles aucun aménagement ne sera possible. Donc tout cela est à l'intérieur des différents périmètres, et l'aménageur, évidemment, tient compte d'estimations qui peuvent être variables en fonction de la nature des différents secteurs. Mais qui est quand même pas très élevé. Alors, encore une fois, la terre agricole, c'est pas une référence gétinoise. La terre agricole en Loire-Atlantique est à 1 500 € l'hectare. L'hectare de vigne est un petit peu plus cher, peut-être 6 000. Je crois que ce sont des chiffres qui sont connus, que les notaires peuvent confirmer ou que lors des transactions qui se passent. Donc, à 15 centimes du mètre de la terre agricole, on voit bien que 20 centimes, là on va parler de zones humides non constructibles, on n'est pas très éloigné de la réalité, on est même un tout petit peu au-dessus. Après, évidemment, ce sont des bases de négociation. Moi, je crois que chaque propriétaire a une surface plus ou moins vaste, à la fois des terrains qui peuvent être en zone humide, qui seront urbanisés. Je crois que c'est là ici un compromis qu'il faut trouver, et le discours est toujours le même. La première proposition n'est qu'un appel au dialogue et à la discussion. Je rappellerai aussi que l'aménageur a plusieurs options. La première, c'est d'acheter le terrain. C'est aussi de proposer un échange d'une surface globale contre de la surface constructible. Donc évidemment, là aussi, au cas par cas, certains propriétaires qui n'ont que quelques dizaines de mètres carrés ne pourront pas faire grand-chose. Par contre, certains propriétaires qui ont quelques milliers de mètres carrés pourront faire le choix, soit de récupérer de l'argent moyennant une vente directe, soit de récupérer aussi des terrains constructibles. Donc, et puis il y a d'autres solutions peut-être à inventer. Donc je crois que là encore une fois, le débat est largement ouvert. Peut-être que les premières négociations ont semblé un petit peu directives pour un certain nombre de propriétaires qui se sont sentis soit c'est le prix proposé, soit c'est l'expropriation, parce que c'est aussi un sujet qu'il faut aborder. Évidemment, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, il y a une déclaration préalable, une DPU, qui sera prise par le préfet. Et in fine, pour que l'opération d'intérêt général puisse se mener, si les négociations foncières, mais encore une fois, ce sera un dernier recours. S'il n'y a pas de négociation possible, il faudra peut-être aller jusqu'à ce stade ultime, c'est-à-dire ce sera le juge qui fixera le prix d'acquisition des terrains. Moi, je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Je crois qu'il y a toujours une place pour le dialogue et qu'il vaut mieux une bonne négociation qui aboutisse à un accord sur la chose et sur le prix, plutôt qu'à une décision de justice qui ne fera que des mécontents et qui fera de toute façon durer un petit peu les choses dans le temps et peser une ambiance qui n'est pas très, très saine. Donc, encore une fois, je crois que les premières propositions, c'est la base d'une réflexion qui doit être menée, d'un dialogue qui doit être mené. Et je crois que la collectivité, les élus et moi, le premier, on sera attentif à ce qu'entre l'aménageur et les différents propriétaires, ce dialogue puisse être constructif et aboutisse à un accord où toutes les parties se retrouvent. Alors justement, en parlant de dialogue, je dirais que la démarche de l'entreprise a été un peu expéditive. Alors, je nuancerai les choses. Dans la démarche, c'est vrai que les grandes décisions administratives ou réglementaires prises par le conseil municipal remontent, notamment de création des études et de la ZAC, remontent à 2007. Donc, c'est quelques années en arrière. Et puis là, on voit bien que le temps a peut-être joué. Les différentes personnes concernées, les élus en tête, on n'avait pas pris conscience du calendrier, du déroulement des opérations. Il s'est passé à partir du deuxième semestre 2012 les premières négociations foncières par l'aménageur, et puis en début d'année 2013 aussi les recherches archéologiques qui sont une étape normale compte tenu de la surface globale de l'opération, je vous rappelle 20 hectares. Eh bien, les recherches archéologiques sont une étape
indispensables, prescrites par le préfet, par un arrêté préfectoral. Et donc, ces fouilles archéologiques ont été menées début d'année. Donc, je dirais l'addition de ces premières négociations foncières, avec une méthode qui a peut-être été directive, cumulé avec les premières fouilles archéologiques qui ont un peu, c'est vrai, je dirais, bousculé les terrains, puisque sur 10% de la surface, quand vous creusez, il faut mettre la terre à côté, donc on mobilise finalement 20% de la surface, plus les zones de déplacement des machines. On voit bien que ça a perturbé un tout petit peu les usagers des sols, notamment les agriculteurs, et puis aussi un petit peu les propriétaires. Tout ça, je pense, a concouru à une espèce de prise de conscience que les choses avançaient, que finalement ce projet d'urbanisation dont on avait parlé en 2005 et surtout en 2007 revenait un petit peu d'actualité et que les choses allaient peut-être se précipiter. Alors je l'entends et je pense que je comprends la surprise ou la réaction de certains. Indépendamment de ça, il y a la méthode employée par l'aménageur et je crois que là aussi la collectivité peut jouer un rôle dans la modération entre la rencontre entre un aménageur et des intérêts particuliers. Je crois qu'on a intérêt à ce que tout le monde, les choses se passent de la meilleure des façons sur la commune. Actuellement, moi, ce que je reproche, c'est que finalement, on nous prend notre terrain. Moi, je ne suis pas vendeur et je ne tiens pas à me dessaisir de mon terrain. Pour moi, ce terrain, c'est toute ma vie. Le potager, c'est une passion que j'ai toujours fait, puisque j'ai créé celui-là de la Garenne-le-Maux, où je travaillais pendant 30 ans, 35 ans exactement. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez ? Ce qu'on attend, c'est que le maire nous a promis qu'il ferait peut-être quelque chose auprès de Baignes Aménagement, mais maintenant on va voir. Hein. On attend de voir, j'attends, moi je suis entièrement d'accord de le recevoir. Hein. On a entendu les remarques qui ont été faites. Une rencontre a été faite avec le collectif, avec les élus, pour entendre les reproches, les inquiétudes qui ont pu émailler un petit peu ces premières relations. Et puis l'engagement qui a été pris, c'est d'essayer de renouer le dialogue, de demander à l'aménageur de mettre peut-être un petit peu plus de forme dans les échanges et dans la discussion, la volonté étant une fois encore de ne pas passer en force. C'est pour ça d'ailleurs lors des fouilles archéologiques que les propriétaires qui ont souhaité que les fouilles ne se fassent pas sur leur terrain, il n'y a pas eu de passage en force. Les choses se feront en leur temps. Maintenant, il faudra bien que l'intérêt général prime et que sur cette période qui va s'étaler sur les 10 à 12 ans qui viennent, on puisse avancer dans l'urbanisation des différents secteurs. Donc on voit que c'est une période de dialogue qui s'annonce. Et encore une fois, la volonté, c'est d'avancer pas à pas et d'être à l'écoute des préoccupations individuelles pour que tout le monde rencontre, à la fois les intérêts particuliers puissent être entendus, mais que l'intérêt général aussi puisse prévaloir. Donc pour l'instant, pas d'expropriation en cours. Comme dans toutes les procédures, et je le répète encore une fois, c'est l'ultime recours. Employer le terme peut effrayer, c'est vrai, mais je crois qu'aucun élu, et en particulier à Gétigné pour parler de ce qui nous intéresse, la volonté de passer en force et de dire s'il n'y a pas de dialogue possible, on va exproprier. Je crois que si on peut se passer de cette étape-là, on s'en passera largement et je suis persuadé qu'on arrivera à des négociations ou à des solutions qui répondront aux attentes des uns et des autres. J'ai confiance moi dans la bonne volonté de la plupart des parties concernées. Espérons que le dialogue sera bien ouvert entre les riverains, rassemblés en un collectif intitulé « Gétignois défendant nos droits » et la municipalité de Gétigné.